On dit que la rareté crée l'effet. Ça semble une drôle de formule, mais ça fait que, par exemple, une personne qui parle très peu puis vous dit quelque chose une journée, ça va avoir plus d'importance de quelqu'un qui vous parle tout le temps. De la même façon, si on est dans un monde de silence et il y a un son, comme je disais, ça va prendre une importance très grande. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui touche beaucoup notre industrie des spas, qui est le silence. Et le silence, comme on le connaît, en fait, est-ce qu'on le connaît réellement parce qu'on n'en parle pas beaucoup et on n'en connaît que très peu. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Daniel Chartier, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste de l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Donc, quelqu'un qui en connaît beaucoup sur le silence. Et pour commencer, j'aimerais partager une de vos citations, finalement, c'est que le silence donne de l'importance à ce qui nous entoure. Et j'aimerais vous entendre justement sur ce qui vous a mené à chercher sur le silence. Quel sujet? J'ai la chance d'avoir un métier où j'étudie l'imaginaire du Nord et de l'hiver. Donc ça, c'est déjà beaucoup. J'ai l'impression que quand on fait des recherches, on s'intéresse à des questions précises pour solutionner des choses spécifiques. Puis j'ai l'impression que quand on s'adresse à des questions plus générales, c'est là qu'on atteint l'essentiel. Donc, le silence fait partie tout à fait de ça. Pour vous donner une idée, on a des réflexions sur qu'est-ce que le froid, qu'est-ce que l'hiver, qu'est-ce que la noirceur. Et toutes ces questions-là sont des questions qui semblent très générales, mais en même temps ont des applications pratiques. Mm-hmm. Puis souvent, c'est les questions de tous les jours, parce que le silence est présent dans nos vies à tous les jours ou est absent. Puis en même temps, on a très peu de réflexion. Un autre exemple qui est frappant, quand on a étudié le froid, par exemple, dans la langue française, il avait été défini comme l'absence de chaleur. Donc, une chose qui est définie par son contraire. Donc, on ne sait pas ce qu'est le froid, on sait qu'il manque de chaleur. Alors que nous, qui vivons dans un pays où le froid est une composante essentielle, on n'arrive même pas à définir ce que c'est. Donc, pour le silence, on a souvent l'impression que c'est un vide, c'est l'absence de quelque chose, l'absence de parole. Puis certains vont même dire, quand quelqu'un garde le silence, la personne est hypocrite, elle ne dit pas. Donc, il y a parfois un sentiment négatif par rapport au fait de ne pas avoir de bruit, de ne pas avoir de silence. Alors, j'ai l'impression, au contraire, que le silence, ça varie selon les cultures. C'est une construction culturelle, puis c'est aussi un langage entre des personnes. Le choix de ne pas parler, la volonté d'avoir le silence autour de soi. Donc, c'est quelque chose qui touche à nous de façon intérieure, qui nous sommes, notre relation aux autres, mais aussi le rapport à l'environnement. Pour commencer, vous avez évoqué plein de belles pistes là, qu'on va explorer ensemble pendant la discussion. Mais pour commencer, je me demandais, le silence, ça se décrit comment? Parce que on peut être dans un endroit où on croit être entouré de silence, mais au fond, comme on le sait, il y a du bruit ambiant, puis une voiture qui passe, un avion qui traverse le ciel. Il y a toujours un peu de bruit, mais quand on se retrouve dans un réel silence, ça ressemble à quoi? Les techniciens disent que le silence se retrouverait juste dans les studios de radio qui sont vraiment, vraiment fermés. Capitonnés. Puis que c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à vivre dans un lieu où il y a absence complète de son. On dirait qu'on a besoin de résonance, on a besoin pour se retrouver. Donc, je pense que le silence absolu serait peut-être un objectif puis une illusion à la fois, parce que ça pourrait être assez angoissant. Par contre, ce qu'on appelle le silence, souvent, c'est une absence de son violent. Le bruit des machines, comme vous dites, quelque chose qui tombe par terre, un bruit répétitif ou agaçant, ça fait que ça brise le silence. Puis juste dans l'expression briser le silence, on a l'idée générale de ce qu'est le silence, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on se rend pas compte jusqu'au moment où il est brisé. Et le bruit fait en sorte que on peut pas revenir facilement au silence par la suite. Vous savez très bien qu'on cherche le silence pour se reposer, pour méditer, pour être mieux. Quand il y a un bruit violent autour, on revient pas à 3 secondes avant. Ça prend du temps pour rétablir le silence, comme s'il y avait une connexion de soi-même avec l'environnement au moment où il y a le silence. Donc, est-ce que c'est un vide? Est-ce que c'est un plein? Il y en a qui disent que c'est un trop-plein de micro-sons.
L'exemple que j'aime beaucoup, c'est un écrivain norvégien qui entend une rivière dans une forêt, puis se dit, voilà, c'est le silence, alors qu'il y a un bruit, qui est un bruit répétitif de micro-sons. Donc, c'est comme si, plutôt qu'avoir des sons violents, c'est une multitude de sons qui sont pas perceptibles. Pensez au bruit d'une chute, au bruit d'une rivière, c'est beaucoup, beaucoup de sons qui fait en sorte que ça vide ce qui est autour. Donc, il n'y a pas de sons qui sont perspectives. Et ça calme l'esprit, ça nous ramène à soi-même. Mais il y a aussi cette notion, tu sais, il y a du silence, on dirait que la nature crée, comme celui d'une rivière qui coule, d'une chute, même le vent. On dirait qu'on peut quand même mettre ça dans la catégorie de ce qui est silencieux, voire apaisant. Puis tout ce qui est produit par l'humain, on dirait que c'est comme ce qu'on associe au bruit. Tu sais, même si c'est, par exemple, de la musique, quelque chose qui génère un certain sentiment de détente ou il y a quand même on le catégorise comme étant du bruit. Parce que on parle souvent de ce qui brise le silence, c'est l'humain, finalement. Tu sais, l'avion qui passe. J'avais lu dans un article que vous avez contribué, tu sais, par exemple, un homme qui serait installé au nord du Québec, dans un endroit complètement désert, qui entend un avion passer. Son silence a été brimé par une intervention humaine. Est-ce qu'il y a cette C'est souvent des interventions humaines. Ça peut être des animaux aussi. Ça peut être un chien qui jappe ou quelque chose comme ça. Mais quand on a atteint un silence, je pense qu'on l'atteint plus qu'on le vit. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on atteint quand on se rend compte que c'est silencieux. Et quand il y a un son qui arrive et on est dans le silence, ce sera plus un son, mais un bruit. Le bruit est négatif. Alors que les sons, ça pourrait être de la musique, quelque chose d'agréable, mais ce qui brise le silence, c'est souvent un bruit qui va faire en sorte qu'on ne pourra pas le retrouver. Ça, c'est vraiment la règle générale qu'on peut voir. Est-ce que c'est plus naturel? Est-ce que c'est plus artificiel? Et vous savez, il existe des petites machines aujourd'hui qu'on peut acheter qui produisent un son qu'on appelle blanc ou gris, donc un espèce de son qui est un peu comme la rivière. Les enfants, pour s'endormir, utilisent le white noise. Le son neutre ou blanc. Ouais. On parle de son gris des fois aussi. Donc, c'est comme un peu comme la rivière, ça reproduit une répétition de sons qui ne choquera pas. Donc, il n'y a pas de surprise dans les sons. Donc, on sait que la petite mélodie, souvent, va revenir continuellement. Ou ça peut être le bruit des micro-bruits comme la rivière qui va vider. Puis ça va permettre de faire une espèce de coussin sonore aussi. Si on a des voisins qui sont avec des sons plus violents, mais ça peut masquer. Donc, ça, c'est peut-être une façon technique. Mais c'est vrai que la plupart des silences, on les associe à la nature, très souvent à la forêt. La forêt est un drôle d'écosystème où c'est pas silencieux du tout, mais on a l'impression d'un silence enveloppant, vous avez raison. Puis, c'est associé au nord aussi. Ça, c'est clair. Parce que l'effet de la neige est un effet acoustique. Vous savez, quand on veut isoler un appartement d'un autre, on met de la laine isolante entre les deux. Donc, ça permet de faire un coussin. Ben, la neige, c'est un isolant. Donc, c'est un isolant contre le froid, mais c'est un isolant aussi contre le son. Donc, quand on sort après une tempête de neige, même en ville, on a l'impression que c'est très silencieux, mais c'est simplement qu'on a 30 cm, 40 cm d'isolant par terre qui va absorber les sons. Donc, l'absorption des sons par la neige fait qu'on, souvent dans l'hiver, on a l'impression qu'on atteint un silence que jamais on a expérimenté. Et pour faire un parallèle avec votre champ d'expertise, est-ce que c'est une des raisons pourquoi on décrit les pays du Nord comme étant des peuples plus silencieux, ou ça n'a pas forcément de lien? Pourquoi cette différence, cette dissociation entre le Nord et le Sud au niveau de notre relation au silence? C'est sûr qu'il y en a une. Il y a une grande différence. Puis, on parle parfois du silence comme une arme des gens du Nord. Donc, quand quelqu'un du Sud arrive, la personne du Nord peut juste rester silencieuse. Ça crée un malaise suffisant que ça la protège. Donc, parlez-moi-en un peu de ça. Je trouve ça intéressant comme de voir le silence comme une arme. J'y ai jamais pensé. Puis... Une arme non violente. Oui, absolument. Donc, mais quand même. Par exemple, de tester une personne sur sa capacité à ne pas parler, avoir des réponses plus simples, à ne pas tout de suite répondre, d'être à côté de quelqu'un qu'on connaît pas sans parler.
Donc, ça veut dire de voir un peu qui est la personne à côté de nous. Souvent, on l'a vu à la fois pour les Autochtones qui le maîtrisent très, très bien. Donc, quand les Français, les Espagnols sont arrivés, clairement, ils s'en servaient. Puis aussi, les peuples non autochtones, les Québécois, les Finlandais, les Suédois, les Norvégiens utilisent beaucoup ce silence comme un mode disons, à la fois de communication, mais de protection. D'où ça vient? Il y a plusieurs hypothèses. Le fait qu'on passe l'hiver, puis traditionnellement, on passait l'hiver à plusieurs dans une maison, ben, si tout le monde parle tout le temps, on va devenir fou. Il faut arrêter de parler trop parce qu'il y a une cacophonie à l'intérieur, on n'est pas à l'extérieur, donc ça fait trop de sons en tout temps. Puis vous l'avez sûrement ressenti en partant de fin de semaine en chalet avec des amis. À un moment donné, on est content que le dimanche arrive puis de revenir au silence parce qu'il y avait trop de sons. Donc ça, c'est une des raisons, le passage de l'hiver avec la nécessité de plus de calme. Il y a la qualité du silence qu'on peut ressentir dans l'hiver aussi qui devient quelque chose qu'on aime beaucoup, qu'on peut rechercher. Il y a toute une éthique, par exemple, de marcher dans la forêt pour les Scandinaves qui fait attention, jamais on ne parle, jamais on élève la voix dans une forêt. C'est comme une église. Donc on rentre et il y a une solennité. Parler, une personne qui parle en faisant du ski n'a rien compris, elle ne se maîtrise pas. Et ça, c'est l'autre aspect, la maîtrise de soi. C'est une valeur que beaucoup de peuples du Nord considèrent comme importante. Donc, une personne qui se maîtrise pas serait une personne qui n'arrête jamais de parler, par exemple, qui est comme un moulin à parole qui arrête pas. Donc, on a l'impression que la personne ne parle pas, elle fait juste ne pas être capable de ne pas parler. Mm-hmm. Puis ensuite, ben, quand on devient une relation encore plus fine, on peut répondre par le silence. On peut avoir des moments d'intimité avec une personne où ça peut être le geste, ça peut être le toucher qui remplace la parole. Par exemple, si quelqu'un vous raconte quelque chose de terrible qui arrive dans sa vie, plutôt que de parler, parfois la personne va juste mettre la main sur la main de l'autre personne sans parler. Mm-hmm. Donc là, le silence est compris de part et d'autre. Donc le silence a une richesse de langage, mais il est beaucoup plus subtil que la parole. Donc il faut à la fois la culture qui l'apporte, puis il faut aussi une relation particulière et des gens qui le valorisent aussi. Mm-hmm. Et c'est pas tout le monde qui est confortable avec ce silence-là. Et aussi, j'ai l'impression que plus on connaît quelqu'un, plus on est capable d'apprivoiser le silence en sa présence versus un parfait inconnu. On aurait besoin de combler un peu le vide qui s'installe entre nous, qui crée un froid, finalement. Je ne sais pas ce que vous avez comme opinion là-dessus. Mais ça dépend des cultures. Nous, on est un peuple nordique latin. Donc, on aime parler, puis on aime le silence. Ça compte pour beaucoup. Il y a des peuples, je pense aux Finlandais de prime abord, où dire quelque chose que d'autres ont déjà dit est mal. Donc, on est dans l'ordre du bien et du mal. Donc, ça fait des conversations un peu limité, vous voyez, on dit souvent des choses, on reprend les idées des autres. Donc là, le silence peut même devenir, si moi, par exemple, je suis avec des Finlandais, pour moi, c'est un peu oppressant. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas pouvoir dire, même si c'est contrôlé. Donc, il y a comme des degrés de validation du silence ou de valorisation du silence qui sont variables. Mais en général, c'est vrai que le Nord valorise le silence par rapport au Sud. C'est le fait de vivre à l'intérieur et d'un contact, je pense, avec l'hiver. Le fait d'être plus près de quelqu'un peut permettre d'avoir des langages plus subtils de toutes les façons. Ça peut être d'un langage corporel, des fois, qu'on a avec une autre personne, mais ça reste du silence. Puis on a l'impression qu'il y a une intimité qui se crée par une communication par le silence plutôt que par la parole. Mm-hmm. Mais il y a un autre côté qu'il faut quand même regarder. Le silence est oppressant, comme je l'ai dit. Puis ça peut être aussi des gens qui n'arrivent pas à parler, auxquels on ne donne pas la parole, individuellement ou collectivement. Ça peut être la loi des silences des petits villages qui fait que les drames ou ceux qui sont victimes de violences peuvent pas parler. Donc, il y a comme un silence oppressant et il y a un silence souhaité qui conduit à la paix. Et les deux, souvent quand on est dans les signes les plus fondamentaux, quand je vous disais en étudiant le froid, en étudiant la noirceur, la neige, on se rend compte que c'est toujours une chose et son contraire, et dans la façon la plus puissante qu'on peut imaginer. Donc, plus qu'on va dans des signes simples, plus qu'on va dans quelque chose qui aura une plus grande puissance d'évocation par la suite et un effet le plus grand possible. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier les choses fondamentales. Oui, totalement. Vous avez dit quelque chose par rapport au peuple comme étant que les Québécois, on était issus de la nordicité, mais avec une ascendance latine.
Ça répond un peu à la question que j'avais parce que je trouvais que en tant que peuple nordique, on avait un rapport au silence un peu différent justement de celui que je m'imagine pour les Islandais, les Norvégiens, les Finlandais. J'ai l'impression que on est quand même assez différents malgré qu'on est situé au nord, qu'on traverse l'hiver. Est-ce que le rapport au silence est différent dans chaque pays? Est-ce qu'on peut l'observer différent d'un pays à l'autre? Ouais, je dirais que le nord est plus silencieux que le sud, ça c'est clair. Ensuite, à l'intérieur des cultures nordiques, certains vont le valoriser plus. Nous, on a une culture française puis un environnement hivernal. Les Québécois. Ouais. Donc, ça fait qu'on a un peu des deux, puis on n'est pas ici depuis des millénaires, on est ici depuis quelques siècles. Donc, ça prend de l'adaptation pour arriver là où on est. Est-ce que les autres, des fois, hein, c'est toujours mieux chez les autres. On a l'impression qu'il y a quand même une valorisation du silence ici qui est importante. Si on arrive dans un petit village au Québec, puis on parle beaucoup et de tout, je suis pas sûr, moi, que la relation va bien se passer. Les gens aiment regarder qui arrive, juger la personne et ensuite établir une relation qui est peut-être plus durable, mais elle se fait pas par la parole toujours. Parfois, on va trouver que quelqu'un parle trop, en dit trop, mais inversement, quelqu'un cache quelque chose. Donc, il y a un équilibre à atteindre. Ouais. Mais c'est vrai que si on regarde les derniers temps, moi, je vois vraiment un virage hivernal au Québec depuis peut-être 20 ans. C'est nouveau, là, qu'on s'approprie l'hiver. Avant, il y avait du ski de fond, de la raquette, mais pour que les gens aillent, là, vous travaillez pour un spa, puis un spa, ben, c'est nouveau, hein. Ça fait comme 15 ans, 20 ans au maximum qu'il y en a au Québec. Et pourtant, c'est extrêmement populaire. Donc, il y a comme une appropriation à la fois du froid, du calme que peut donner le froid, l'hiver, la combinaison de chaleur et de froid, mais aussi du silence qu'on y retrouve. Peut-être que c'est devenu une nécessité parce que en même temps qu'on parle du silence, il y a aussi cette effervescence au niveau de l'accessibilité aux stimuli. Donc, on peut facilement ouvrir un téléphone puis être submergé de vidéos avec des bruits qui varient. Tu sais, on est constamment stimulé. Fait que cette nécessité de se rallier au silence provient peut-être de cette effervescence de bruit aussi. Sûrement. On est sollicité beaucoup et parfois même en silence. Hein. Un téléphone peut nous agacer aussi. Autrement, oui. Autrement. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin de faire le vide. Puis le silence est lié au vide qu'on a. Sans vide, on a l'impression que les choses, d'une part, prennent trop d'importance alors qu'elles n'en ont plus. Donc, on n'est plus capable de mesurer l'importance des choses qui nous arrivent parce qu'il y en a juste trop, puis on n'arrive pas simplement à voir l'importance de chaque chose. Puis ce que fait le silence, c'est un peu comme si vous voulez commencer un travail, puis vous avez une table comme celle-ci qui est toute blanche, puis vous avez plein de choses sur la table, vous n'arriverez pas à vous concentrer. Mais si vous mettez simplement une chose, soit que vous travaillez ou pas, mais il n'y aura pas d'autre option. Et le silence fait un peu ça, dégage les pensées, les choses. Donc, c'est toujours lié à une démarche intérieure. Ça peut pas être autrement, mais le rapport du corps et le rapport de l'esprit jouent un rôle fondamental dans le froid, le chaud, le silence, l'absence de silence. On dit que la rareté crée l'effet. Ça semble une drôle de formule, mais ça fait que, par exemple, une personne qui parle très peu puis vous dit quelque chose une journée, ben, ça va avoir plus d'importance de quelqu'un qui vous parle tout le temps. De la même façon, si on est dans un monde de silence et il y a un son, comme je disais, ça va prendre une importance très grande. Peut-être vous avez eu l'expérience d'être à la campagne dans un chalet, puis c'est vraiment très calme durant l'hiver. Puis là, vous entendez un petit animal. Et il gratte, il fait tout ça. Et là, l'importance de ce petit rongeur qui est peut-être là en train de rentrer ou peut-être un monstre, on ne sait pas, il prend une importance plus grande. C'est comme si dans le silence, le petit bruit va devenir le signe de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors que si vous étiez dans un appartement à Montréal, puis il y avait un bruit peut-être qui serait même pas perceptible à l'intérieur qu'il a. Donc le vide crée l'effet, puis le silence permet de se retrouver. Donc soit que ça conduise à une espèce de paix intérieure ou à l'angoisse, parce que des fois, pour certaines personnes, de pas avoir de repères de son autour peut être difficile. Mais en tout cas, je pense que c'est sain pour l'esprit de vider un peu. Justement, vous dites c'est sain pour l'esprit. Est-ce que vous connaissez les bienfaits du silence sur le corps, le cerveau? Est-ce que ça a déjà été étudié de dire passer un certain temps dans un environnement qui est calme
peut aider au niveau neurologique? Je sais pas. J'ai pas en tête d'études, mais pensez que aujourd'hui, je disais, on a peut-être une vingtaine d'années d'expérience d'aller, par exemple, dans un endroit hivernal pour se reposer dans le silence. Mais on a une expérience de plusieurs millénaires par la religion qu'on pratique plus aujourd'hui. Autrefois, aller dans une église était quand même un moment relativement de silence pendant quelque temps. Donc, si on enlève le côté religieux, puis on revient plutôt à un côté de paix intérieure qui ressemble, mais sans les contraintes, ben, on a quand même toujours eu besoin d'un moment je dirais, de contemplation, de calme. Contemplation. Certains mouvements religieux, par exemple, chez les Indiens, on va trouver l'idée de respiration qui est liée au yoga, par exemple, des éléments comme ceux-là, qui fait en sorte qu'il y a toujours un lien entre le corps, le silence et la paix de l'esprit. C'est pas trois notions séparées. Puis, on joue un peu avec ces notions-là quand, disons que vous faites du ski une journée, puis vous êtes très fatigué, vous revenez. Vous voyez, la paix que vous avez est liée à la fois à l'effort physique, au calme que vous avez ressenti, au froid et à la chaleur, et à votre corps qui a pensé à autre chose. Donc, l'effet combiné ou multiple, disons, je pense de l'effort physique, du chaud et du froid, du silence, crée finalement une espèce de paix d'esprit dont on a besoin. Si on l'a pas, on va juste s'accumuler. Puis, vous savez, quand il y a trop de paroles ou trop d'informations, on distingue vraiment, vraiment plus ce qui est autour de nous, puis on a l'impression que des choses très simples deviennent graves. C'est là qu'on perd notre jugement. Mais ça me fait penser à... Ça fait plusieurs jours que je médite juste un peu à chaque matin. Puis ce moment de silence permet, de ce que j'observe comme effet bénéfique, c'est d'avoir une meilleure perspective par la suite sur ce qui se passe, sur les bruits, d'être capable d'avoir une certaine distance entre les ressentis et les réactions. J'ai l'impression que le silence apporte ça un peu, cette capacité à mieux observer pour mieux réagir par la suite, parce qu'on n'est pas justement trop stimulé et réactif parce qu'on est surchargé d'informations, comme vous dites, ou de sons, ou parce que le bruit crée une tension peut-être en nous à certains points. Le bruit, même répétitif, même oublié, est violent pour le corps. Ça a été prouvé. C'est-à-dire que si on a un bruit, disons, de sirène à côté de chez soi, ou un train, ou quelque chose, puis on finit par l'oublier, le corps va continuer à le ressentir et donc réagir de façon négative. Donc, c'est sûr qu'idéalement, on serait plus dans un monde de silence. J'ai l'impression que combiner l'effort physique ou l'effet sur le corps, disons, aller dans l'eau chaude et l'eau froide, moi, c'est physique, hein, parce qu'on sait que ça produit des globules blancs, ça fait toutes sortes de choses. Donc, cet effort-là permet, disons, de vider l'esprit plus que juste le silence. Parce qu'il y en a que quand ils vont dans le silence, ils sont assaillis de leurs pensées. Et là, c'est un silence bruyant, parce qu'à l'intérieur, on parle pas, mais on est à la confluence de trop de pensées qui vont nous angoisser. Alors que s'il y a l'effort physique ou un effet sur le corps que là, on peut même pas penser parce qu'on est dans la réaction, ça peut avoir l'effet de avoir le silence plus vidé. Donc, l'effet est double. Parce que c'est vrai que, par exemple, un bruit qui surprend, si on observe nos réactions physiques, on a le cœur qui accèle, on peut même faire un saut, se tendre nos muscles. Donc, j'imagine que si on stimule autrement, tu sais, il y a quelque chose, en tout cas, c'est clairement pas mon champ d'expertise, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant entre la relation justement avec le corps, parce que c'est vrai qu'on peut être submergé de pensées quand on est tout simplement dans le silence jusqu'à un certain point où on maîtrise vraiment bien la pratique de la méditation, mais c'est très intéressant. Mais sans le silence, on n'y arrivera pas. Ouais. On peut pas se concentrer sans le silence. Donc, le silence, c'est comme le prérequis. Puis ensuite, différentes techniques peuvent permettre d'atteindre soit par la méditation, mais tout le monde n'est pas capable de faire la méditation, par le sport, par différentes pratiques où on arrive à une espèce je dirais, une espèce de reset, là. Notre corps est à zéro. Puis on recommence. On a besoin absolument de ça. Très intéressant. Donc, le silence en soi est un outil pour cultiver un certain bien-être, là, dans le sens où c'est un outil très simple parce qu'il n'exige rien d'autre qu'avoir le silence autour de soi. Puis des fois, quand on est dans un milieu très bruyant, on peut aussi utiliser, on a parlé des techniques du son
du son blanc, mais il y a aussi des écouteurs qui enlèvent beaucoup de son, qui nous permet de refocaliser sur ce qu'on fait, ce qu'on veut. Donc, c'est l'outil du silence qu'on a peut-être oublié. Puis surtout, la multiplication d'informations, vraiment... on est capable aujourd'hui probablement mieux que quiconque dans l'histoire de sélectionner l'information sur ce qui est pertinent, mais c'est fatigant. Et ça crée une fatigue de l'esprit, ça crée une fatigue du corps. Donc, si on a moins d'informations, c'est pas tout le monde là, qui a le luxe de pouvoir faire ça, mais si on peut essayer par des techniques très simples, juste dans des petits moments de sa vie, je pense que c'est bon pour l'esprit puis pour le corps. Totalement. Puis le fait qu'on vive d'un milieu, on vit d'un milieu hivernal, on vit d'un milieu où la nature est accessible, là, on a un outil extraordinaire. Aller dans la forêt, aller ailleurs. La forêt, surtout, a été réputée pour un endroit de un peu fermé et ouvert à la fois, mais un écosystème qui nous envahit, qui nous prend, qui crée du silence. Donc, moi, j'ai étudié la littérature aussi, puis il y a beaucoup d'écrivains qui vont en parler comme quelque chose dans lequel on pénètre et qui nous change à jamais. J'aime beaucoup l'écrivaine Marie Lefranc. C'est une Bretonne qui est arrivée au Québec dans les années 30. Elle est tout de suite allée vers les Laurentides, vers le nord. Puis, elle était fascinée par la forêt. Ça m'a complètement changé. Puis, quand elle voit un lac, elle a l'impression que... Elle dit que le lac a une seule fonction, c'est de produire du silence. Donc, comme si on pouvait produire l'absence ou le vide autour par des éléments naturels. Ouais, ça donne envie de s'y retrouver. J'irais ailleurs, mais je sais pas si c'est quelque chose qui vous est familier. Connaissez-vous la condition, la misophonie? Non? Bon, dans ce cas, je vais juste prendre un petit instant. Là, il y a ceux qui n'aiment pas les sons? Ben, c'est des gens qui sont très intolérants à certains types de sons, notamment les bruits de mastication ou des petits bruits comme ça. Je me demande... La musique, même j'ai une amie que dès qu'elle entend de la musique, elle devient angoissée. Je ne sais pas ce qu'elle a avec la musique, mais c'est problématique dès qu'on met de la musique, elle perd son esprit. Ouais. C'est intéressant parce que ce que vous dites par rapport à l'effet sur le corps et tout, dans certains cas, les gens qui souffrent de misophonie ressentent une colère vraiment intense par rapport à certains bruits, certains sons. En tout cas, ça m'a juste fait penser à ça. Comme une intolérance au son. Ouais. Mais à certains bruits, certains sons, c'est... Mais c'est peut-être physique aussi. Hein. Notre oreille, c'est complexe, puis ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas est vraiment varié. Ouais. Ça peut devenir c'est comme c'est l'extrême du silence. Hein. Ça peut devenir une intolérance, mais en général, je pense que l'effet peut être déstabilisant. Souvent, il est bénéfique, mais toujours, c'est un défi pour la personne. Totalement. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme discussion. On a abordé plusieurs points. Est-ce qu'il y avait, comme ça, en terminant sur le sujet, quelque chose qu'on n'a pas abordé ensemble, que vous aimeriez mettre sous... Mais il y a l'effet de la neige dont on a parlé un peu, puis pour moi, c'est vraiment important. Parce que là, si je reviens à ma forêt de tout à l'heure, pensez à la forêt l'été et l'hiver. Oui, cette différence entre les saisons. Et la forêt le jour et la nuit. Donc, on a trois régimes, disons, de sons différents. L'hiver, il y a moins de différence entre le jour et la nuit, mais durant l'été, il y a vraiment toute une sonorité pour certains très angoissante de la forêt durant la nuit et puis celle du jour. Et puis, l'effet de la neige est vraiment quelque chose dont on peut se servir en ville et à la campagne. Donc, si on n'a pas accès à la nature ou être loin, déjà, quand il y a une tempête de neige, un matin d'une tempête de neige fait un effet extraordinaire parce que la capture des sons va permettre d'avoir une qualité de silence qu'on retrouverait pas ailleurs. Donc, ça me paraît important de voir qu'il y a un rapport entre le nord et le sud de ce point de vue-là. Et ensuite, comment les bruits qui peuvent être agaçants, on peut lutter. Je pense que chacun doit voir comment avoir un environnement qui correspond à soi-même et qu'il n'y a pas de règles fixes. Certains vont préférer le bruit blanc, certains vont préférer un environnement entièrement silencieux. Certains seront agacés par des bruits que vous et moi, on noterait même pas, là, qu'on fait ou qui sont autour de nous. Donc, chacun est dans une démarche différente. Puis là, on parle comme si le silence était soi-même devant le monde, mais il y a souvent les autres autour de nous. Et ça, d'être dans un environnement de silence où est brisé, vous parliez de cette intolérance au son, puis j'y pense, moi, si je vais au cinéma ou au théâtre, puis quelqu'un fait du bruit, j'aime pas ça.
Ça brise mon attention complète avec le spectacle devant, comme si je voulais que le son qui vient devant soit unique vers moi. Ou c'est moins grave dans d'autres endroits où c'est plus bruyant comme un concert, mais c'est quand même important dans un endroit où il y a du silence comme ça. L'autre élément, c'est peut-être briser le silence. C'est une expression qu'on emploie. Par exemple, si on commence à parler d'un sujet et qu'on brise le silence, certains vont le voir de façon positive et négative. Donc, briser le silence, ça veut dire commencer une parole qui peut être soit le signe qu'on se maîtrise plus ou le signe qu'on veut aborder une question qui n'avait pas été traitée auparavant, qui pourrait mener à quelque chose d'angoissant. Donc, toujours, quand on parle du silence, j'ai l'impression qu'on marche sur des œufs. Ça peut être un ou l'autre, mais il faut retrouver soi-même son rapport au silence d'une manière quelconque. Et la périodicité de ce silence-là est absolument importante. Je pense pas qu'une personne peut vivre pleinement sans avoir des moments de silence quotidiens ou même plus que ça. Totalement, ouais. Et c'est d'ailleurs, on l'observe même, ça existe des retraites de silence où on passe 10 jours sans même user de la parole dans un endroit, un endroit monastique ou peu importe. Là, il y a plusieurs personnes qui s'offrent ce genre d'expérience. Donc, on le sent qu'il y a un besoin de se rapprocher du silence pour X, Y raison. Chaque personne a sa raison, finalement. Mais ceux qui font les retraites, il faut le vouloir, mais ceux qui font la retraite, j'ai l'impression que ça nous demande notre dépendance à la parole et à l'information qui nous arrive, parce que si vous l'avez essayé quelques jours seulement, on est assez malheureux au début, puis on s'ennuie, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive qu'on n'a plus accès, donc on se rend compte de notre dépendance simplement à ce que l'information nous arrive, on a l'impression de devoir parler, ça ramène vraiment au contrôle de soi. Se contrôler, c'est pas nécessairement s'empêcher de faire des choses, mais quand on fait quelque chose, de choisir de le faire. Et ça conduit toujours au bonheur. Je trouve que ça conclut bien notre discussion. Je vous remercie infiniment d'être venu partager avec nous le fruit de vos recherches, parce que c'est d'une richesse inestimable, dans le sens où qui d'autre au Québec en connaît autant sur le silence. Donc, on aura une façon différente de coexister, je pense, avec le silence après cette discussion. Même dans nos spas, pourquoi on crée des lieux silencieux, il y a une raison à ça. Ça sera à chacun de réfléchir à sa relation avec le silence, mais chose certaine, c'est qu'il y a des bienfaits, puis qu'on invite les gens à l'explorer. Merci beaucoup, Daniel. Avec plaisir. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!